L'heure était venue de prendre une décision qui changerait à jamais le destin du pays. Depuis plusieurs mois, les pressions étrangères s'intensifiaient. Après la rupture nette avec l'armée française et le départ humiliant des dernières troupes occidentales, le Burkina Faso s'était retrouvé seul, encerclé de menaces, économiquement asphyxié, militairement ciblé. Mais Traoré savait que l'isolement apparent n'était qu'une étape. Car dans l'ombre, un autre géant s'était approché. Discrètement. Stratégiquement. Moscou. Et à sa tête, un homme qui connaissait mieux que quiconque les rouages du pouvoir, les failles de l'Occident, les secrets de la manipulation globale, Vladimir Poutine. Tout avait commencé par une lettre manuscrite, transmise par un intermédiaire togolais, lors d'un sommet officieux à Niamey. Le document, court, mais chargé de symboles, portait l'emblème du Kremlin. Une phrase y trônait. « Vous avez fait ce que peu ose. Nous avons intérêt à ce que vous teniez. Parlons. » Ce n'était pas une offre. C'était un signal. Le début d'un axe. L'équipe de renseignement de Traoré n'avait pas tardé à vérifier l'authenticité de la lettre. Le papier, le scellement, la méthode de transmission. Tout correspondait aux standards russes utilisés pour les communications sensibles. Une réunion fut convoquée dans un lieu secret à l'extérieur de la capitale. C'est là, dans une villa banalisée, que Traoré rencontra pour la première fois l'envoyé spécial de Moscou, Alexei Grigoriev, ancien agent du SVR, aujourd'hui conseiller spécial au ministère russe de la Défense. Le dialogue fut direct. Sans masque. Sans hypocrisie diplomatique. Grigoriev exposa calmement ce que la Russie était prête à offrir. Soutien militaire, technologie de surveillance, renseignements stratégiques, formation de commandos, mais aussi aide économique via un canal discret impliquant des accords miniers bilatéraux. En échange, Moscou demandait une seule chose, l'établissement d'une base de coordination en territoire burkinabé et une ligne directe entre le Kremlin et le palais. Ce n'était pas une vassalisation. C'était un pacte entre deux régimes cernés par l'hostilité occidentale. Traoré ne répondit pas tout de suite. Il consulta son cercle rapproché. Kaboré, son ministre de la Défense, était favorable, mais inquiet. Ce genre d'alliance te lie pour longtemps. Mariam Sori, sa chef du renseignement, n'y vit qu'une issue logique. Nous avons rompu avec l'Ouest. La Russie est un pont. Ce n'est pas la destination. Mais c'est le seul chemin disponible pour survivre à l'étouffement. Après 3 jours de silence, Traoré fit transmettre sa réponse. Positive. 2 semaines plus tard, un avion cargo russe atterrit de nuit sur une piste secondaire du nord du pays. À son bord, des équipements sophistiqués, une vingtaine de conseillers militaires, et surtout un système complet de brouillage satellite. Les États-Unis réagirent presque immédiatement. Des notes diplomatiques furent envoyées. L'Union européenne suspendit une série de programmes d'aide. Paris, furieux, dénonça une prise d'otage idéologique de la jeunesse burkinabé. Traoré, imperturbable, fit une simple déclaration. Notre indépendance n'est pas négociable. Nous choisissons nos partenaires selon nos intérêts, pas selon vos ordres. Le Kremlin, de son côté, lança subtilement la machine médiatique. Sur Sputnik Afrique, les premiers articles élogieux sur le capitaine Traoré apparurent. Un nouvel espoir pour le panafricanisme, l'homme qui défie l'Empire, Traoré, le Sankara de l'ère multipolaire. La guerre de l'image était lancée. Mais dans les coulisses, c'était bien plus qu'une alliance symbolique. Une cargaison d'armes modernes fut discrètement acheminée vers le Burkina via le port de Douala, sous couverture d'aide médicale. Et plus inquiétant encore pour les puissances occidentales, des ingénieurs russes commencèrent à inspecter des sites miniers stratégiques, dont certains liés à l'uranium. Le rapport du contre-espionnage français ne tarda pas à atterrir sur les bureaux de l'Élysée. Il était limpide. L'influence russe au Burkina Faso a dépassé le stade de l'assistance. Nous faisons face à un nouveau pôle de pouvoir militaire et politique. Le régime de Traoré est devenu un bastion hostile à l'influence française en Afrique. Dans les hautes sphères de la DGSE, on parlait d'un « Sahel rouge », d'un axe Burkina-Mali-Russie, d'un foyer de résistance impossible à neutraliser sans une opération plus directe. Pendant ce temps, dans les ruelles de Ouagadougou, une nouvelle jeunesse commençait à émerger. Des graffitis apparaissaient sur les murs. Traoré ne plie pas, Moscou est plus proche que Paris, la souveraineté n'a pas de prix. Et dans les écoles, les universités, les cafés, un mot revenait sans cesse, dignité. Mais dans l'ombre, les ennemis du régime s'organisaient. À Abidjan, à Dakar, à Paris, des réunions discrètes posaient une seule question.
Comment briser l'axe rouge avant qu'il ne se propage comme un feu incontrôlable dans toute l'Afrique de l'Ouest? L'aube se levait à peine sur Ouagadougou, mais déjà les premières unités de la garde présidentielle étaient en mouvement. Traoré, vêtu de sa tenue kaki, observait la ville depuis le balcon de son bureau. En contrebas, des milliers de jeunes s'étaient rassemblés, pancartes à la main, scandant des slogans de soutien à la rupture. La veille, il avait annoncé publiquement la signature d'un protocole stratégique avec Moscou, sans en révéler tous les détails. Pour la jeunesse, c'était un acte de courage. Pour les chancelleries occidentales, c'était une déclaration de guerre. À Paris, la nouvelle avait provoqué un tumulte silencieux. Emmanuel Macron avait convoqué en urgence son conseil restreint de défense. Le ton était grave. Si nous laissons cette alliance se consolider, c'est toute notre influence au Sahel qui s'effondre. Après le Mali, le Burkina. Et après eux, le Niger? Le Togo? Le Sénégal? Dans les bureaux feutrés du Quai d'Orsay, on parla de « riposte discrète ». Mais à la DGSE, l'heure n'était plus à la diplomatie. Un plan fut activé, un vieux scénario classé sable rouge. Objectif, infiltrer, désinformer, et semer la division dans l'entourage de Traoré. Et s'il le fallait, pousser à l'élimination. Pendant ce temps, à Moscou, Vladimir Poutine réunissait ses chefs militaires et ses stratèges du renseignement. Le Burkina était devenu, en quelques semaines, un pion essentiel sur l'échiquier africain. Mais pour Poutine, ce pion pouvait devenir une tour, voire une reine, dans la guerre silencieuse qu'il menait contre l'influence occidentale. Si nous tenons le Sahel, nous mettons fin à la domination française en Afrique. Et nous redonnons à l'Afrique un autre visage de la coopération. Ordonna-t-il. Les équipes du groupe Wagner reçurent alors un message codé. Déploiement autorisé, nom de mission, Vigie rouge. Les premiers éléments de Wagner arrivèrent au Burkina Faso par petits groupes, en civil, via la frontière malienne. Ils n'étaient pas seulement là pour former. Ils étaient les yeux et les oreilles de Moscou, mais aussi les mains prêtes à frapper si le régime de Traoré était menacé. Installés dans une base clandestine près de Kaya, ils commencèrent un travail méthodique. Nettoyage des poches infiltrées par les agents de la DGSE, sécurisation des zones minières sensibles, et surtout, contrôle de l'information. Mais à Ouagadougou, tout le monde ne voyait pas d'un bon œil cette alliance renforcée. Le général Gansoré, vétéran de l'armée burkinabé, respecté mais pragmatique, fit part de ses doutes à Traoré. Les Russes ne sont pas des sauveurs. Ils ont leurs intérêts. Tu dois garder le contrôle. Ne leur cède pas ta souveraineté au nom de la lutte contre l'autre domination. Traoré l'écouta en silence. Il savait que Gansoré avait raison. Mais il savait aussi que le choix était cruel. Collaborer avec Moscou pour survivre, ou rester seul et tomber. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains parlaient d'une cellule française infiltrée au sein même de l'état-major. D'autres disaient qu'un plan d'empoisonnement de Traoré était à l'étude. Mariam Sori, chef des services secrets, mit ses équipes en alerte maximale. 2 diplomates occidentaux furent discrètement expulsés. Des comptes bancaires offshore, liés à d'anciens ministres pro-français, furent gelés. Le ton montait. Puis, une explosion secoua un dépôt militaire dans la périphérie de Bobo-Dioulasso. Officiellement, un accident. Officieusement, un sabotage. L'enquête fut rapide. Traces d'explosifs de fabrication européenne, détonateurs utilisés dans des opérations clandestines. Le message était clair, l'ennemi frappait déjà. Traoré convoqua un conseil de guerre restreint. Dans la salle, l'atmosphère était électrique. Ils veulent provoquer une fracture interne. Créer le doute. Isoler. Puis renverser, déclara froidement Mariam. Kaboré proposa une solution brutale. Nettoyage préventif de toute la hiérarchie militaire douteuse. Traoré hésita. Il ne voulait pas transformer son régime en dictature paranoïaque. Mais il ne voulait pas non plus tomber dans le piège de Sankara, trahi de l'intérieur. La nuit suivante, un convoi discret se mit en route vers le nord. À son bord, Alexei Grigoriev et un haut responsable burkinabé. Destination, un centre de commandement mobile, installé en urgence. Là, une réunion secrète eut lieu. Une carte de la région fut déroulée sur la table. Grigoriev pointa 3 zones, une base américaine au Niger, une station d'écoute française en Côte d'Ivoire, et une piste clandestine en Mauritanie utilisée par des drones étrangers. Vos ennemis vous encerclent.
La Russie est prête à vous aider à neutraliser ces menaces, mais cela aura un prix. Une rupture totale. Traoré regarda la carte. Il sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. S'il acceptait, il ne pourrait plus reculer. Pendant ce temps, en France, les médias commencèrent à marteler une narrative. Traoré, le dictateur pro-russe, manipulateur des masses africaines, un pion de Moscou. Des ONG dénoncèrent des violations des droits humains, sans preuves solides. Des sanctions ciblées furent envisagées. Mais sur le terrain, les résultats de l'alliance étaient visibles. Baisse des attaques djihadistes, montée en puissance de l'armée burkinabé, reprise du contrôle de certaines zones rouges. Et dans les couloirs sombres du pouvoir occidental, une décision fut prise. Il fallait faire tomber Traoré. Pas militairement, mais médiatiquement, psychologiquement et politiquement. La cible n'était plus un capitaine. C'était un symbole. Un virus dangereux capable de contaminer toute une jeunesse africaine. Mais ce que les stratèges oubliaient, c'est qu'en face, un autre joueur avait déjà anticipé leur prochain coup. Les heures qui suivirent furent tendues comme la corde d'un arc. À Ouagadougou, un calme étrange s'était abattu, comme une accalmie avant l'orage. Ibrahim Traoré, malgré son jeune âge, sentait que la partie se jouait désormais à un tout autre niveau. Ce n'était plus un affrontement régional, ni même une querelle entre puissances. C'était un duel d'ombre entre deux visions du monde, celle d'un continent libre et celle d'un empire en chute qui refusait de lâcher prise. Dans son bureau, éclairé par une seule lampe, Traoré relisait les rapports classés noir-rouge. Des noms de généraux, d'hommes d'affaires, de journalistes, et même de membres de la société civile. Tous étaient soupçonnés d'être des relais d'influence pour des intérêts étrangers. Le piège était subtil. Pas de chars, pas de drones. Juste des voix, des images, des récits contrôlés. On fabriquait le doute, on semait la peur, on fabriquait des divisions internes. Ce fut Mariam Sori qui lui glissa le document clé. Une carte mentale d'influence au centre, un nom, Opération Démocratie 2.0. Derrière cette façade apparemment neutre, des réseaux de financement, des ONG aux noms bien choisis, des agents doubles, et des journalistes étrangers déjà positionnés pour lancer la campagne d'isolement. Mais le plus choquant, c'était un nom apparu dans le schéma, Yao Sanou, ancien ami de Traoré, aujourd'hui figure médiatique de l'opposition indépendante. Il était en fait en lien discret avec un certain colonel Leclerc, attaché militaire français en poste à Abidjan. Sanou devait organiser un forum de la jeunesse sur la démocratie, avec des invités d'ONG européennes. Officiellement, une rencontre. Officieusement, un tremplin pour lancer une vaste campagne de discrédit contre Traoré. Ce fut la goutte de trop. Traoré convoqua en urgence ses proches collaborateurs dans un bunker souterrain. À ses côtés, Grigoriev de Wagner, Mariam Sori, le général Kaboré et deux stratèges russes au visage impassible. Un plan fut décidé. Contre-attaque totale. Pas par les armes. Par les esprits. Le lendemain, une vidéo tomba sur les réseaux. Un document filmé en caméra cachée montrait Yao Sanou, dans une villa d'Abidjan, recevant des recommandations de la part du colonel Leclerc. Le son était clair, le message glaçant. Nous avons besoin que vous souleviez la jeunesse contre le régime actuel. Il faut provoquer une crise morale. Le reste, nous nous en occupons. La vidéo fit l'effet d'un séisme. En 24 heures, elle atteignit 10 millions de vues à travers l'Afrique francophone. Des centaines de milliers de jeunes burkinabés descendirent dans les rues, non pour réclamer un changement de régime, mais pour dénoncer la manipulation étrangère. La contre-attaque psychologique venait de commencer. L'opinion publique fut retournée comme un gant. Mais cela ne suffisait pas. Traoré décida de frapper le cœur de la stratégie ennemie, la propagande. Il lança une chaîne médiatique transafricaine, alimentée par une jeunesse formée aux techniques russes de contre-influence. Les contenus explosaient les vues, documentaires sur la France-Afrique, révélations sur les financements occultes, témoignages d'ex-espions africains ayant travaillé pour l'Occident. En quelques semaines, l'axe Burkina-Moscou était devenu un modèle pour des jeunes au Tchad, au Mali, au Niger, et même au Congo. Dans les cercles de pouvoir français, c'était la panique. L'ambassadeur à Ouagadougou fut rappelé. Des conseillers du président demandèrent des explications. Le mot recolonisation inversée fut même lâché par un député. Macron, sous pression, promit de repenser les relations avec l'Afrique. Trop tard. Le récit avait échappé à l'Occident. Mais l'ennemi ne s'avouait pas vaincu. À Washington, un dossier fut transmis discrètement à la CIA.
Il s'agissait d'une demande d'action non conventionnelle au Burkina Faso. Un nom y était ciblé, Ibrahim Traoré. Une mission fut montée, Opération Black Eagle. Infiltration, élimination, chaos. Mais les Russes interceptèrent la communication. Grigoriev prit l'initiative. Nous les frapperons avant qu'ils ne frappent. La cellule d'action fut localisée à Dakar. 3 jours plus tard, une explosion ravageait la villa qui servait de quartier général. Message reçu. Dans son bureau, Traoré contemplait une carte du continent. Ses yeux s'arrêtèrent sur un axe tracé au feutre rouge. Moscou, Ouagadougou, Bamako, Niamey. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il n'était plus seulement un capitaine, ni même un chef d'État. Il était devenu une anomalie historique. Une faille dans la matrice de la domination. À la fin du mois, un sommet fut convoqué à Ouagadougou. 3 présidents y assistèrent. Mais celui qui surprit tout le monde fut le président algérien. Il avait fait le déplacement en personne. Son message était clair. Si vous ouvrez la voie, d'autres vous suivront. Le dernier mot du chapitre fut soufflé par Mariam Sori à l'oreille de Traoré. Tu es devenu l'homme que même les superpuissances craignent en silence.